Ces opérations au titre de 2024 rentrent en droite ligne des orientations de la politique budgétaire définie, entre autres dans le cadre stratégique de la refondation de l'État 2022-2031 et le plan d'action prioritaire du gouvernement de transition 2022-2024. Elles s'inscrivent également dans la consolidation des acquis du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable CRED 2019-2023. En 2023, le calendrier initial d'émission de titres publics pour la couverture des besoins de financement de l'État du Mali se chiffrait à 1 389 milliards de francs CFA. Grâce à l'accompagnement des investisseurs, l'État du Mali a pu mobiliser sur le marché 1 112 milliards de francs CFA. Ce résultat a été atteint à travers la réalisation de 26 émissions, dont 24 émissions par adjudication et 2 emprunts obligataires par appel public à l'épargne. Parmi ces émissions, il convient de souligner l'organisation de 2 opérations spéciales de rachat de titres publics par la BCEAO qui ont permis au Mali de mobiliser près de 222 milliards de francs CFA sur le marché financier. Le ministre de l'économie et des finances, Ousseynou Sanou, a déclaré que pour répondre à ses besoins de financement, l'État du Mali intervient sur le marché financier régional en émettant des titres publics, conformément aux orientations de la politique budgétaire définies dans le cadre stratégique de la refondation de l'État et le plan d'action prioritaire du gouvernement de transition. Sur le plan financier, l'année 2023 a été marquée par des taux de couverture faibles des émissions, une augmentation des coûts de financement et la hausse des taux directeurs de la BCEAO. Par ailleurs, le ministre Sanou a souligné que les résultats de la revue annuelle 2023 de la notation financière du Mali en monnaie locale confirment la résilience économique du pays. En effet, l'agence maintient la note attribuée au Mali dans la catégorie des notes d'investissement avec A3 à court terme et 3B à long terme, toutes deux avec une perspective stable. Cette note témoigne de la solidité des fondamentaux de l'économie malienne malgré la crise multidimensionnelle. Pour l'année 2024, l'État du Mali prévoit de mobiliser 1 443 milliards de francs CFA conformément à l'équilibre financier établi dans la loi de finances 2024. Le ministre a invité les investisseurs à participer activement aux émissions du Mali en 2024 pour soutenir le développement économique du pays. Dans ce même registre, le vice-président de la Banque mondiale, région Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, en séjour au Mali du 18 au 21 février 2024, a eu un dialogue de haut niveau avec les autorités. Le vice-président a également échangé avec le secteur privé et la société civile. Le portefeuille de la Banque mondiale au Mali comprend actuellement 24 opérations pour un engagement total de 1,8 milliard de dollars, soit 1088 milliards de francs CFA. Les principaux secteurs couverts sont l'énergie, 27,5%, l'agriculture, 23,7% et l'eau, l'assainissement et la gestion des déchets, 11,7%. Ce portefeuille s'est élargi au cours des dernières années en vue d'adresser les nombreux défis auxquels le pays doit faire face, en l'occurrence ceux induits par les fragilités, les conflits et les violences. Depuis plus d'une décennie, l'économie malienne subit des chocs multiples qui ont fragilisé son économie. Hier mardi, une délégation du Conseil national du patronat du Mali, conduite par son président Mossadegh Bali, a présenté plusieurs pistes de solutions de sortie de crise au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Depuis son accession à la tête du Conseil national du patronat malien le 1er octobre 2022, Mossadegh Bali avait mis en place 5 groupes de travail des patrons devant proposer des pistes de solutions pour relever l'économie malienne. Ces travaux étaient axés sur les 5 facteurs de compétitivité d'une économie, à savoir l'énergie, les ressources humaines, les infrastructures, la fiscalité et le financement. Pour le patron du CNPM, plusieurs facteurs handicapent l'économie malienne, notamment l'inadéquation de la formation par rapport à l'offre d'emploi, manque d'infrastructures, problèmes d'énergie, entre autres, qui n'attirent pas d'investisseurs vers le pays. Comme vous le savez, pour qu'une économie soit attractive, que ça attire non seulement des investisseurs étrangers, mais aussi des investisseurs nationaux, il nous faut de l'énergie et nous sommes en pleine crise. Il nous faut des jeunes qui ont la bonne formation. Nous avons des formations qui ne sont pas du tout en adéquation avec les emplois que créent nos entreprises. Il nous faut des infrastructures. Ça ne sert à rien de produire des mangues à Sikasso s'il n'y a pas de route pour l'amener à Mopti, à Gao, à Kidal. Il nous faut une fiscalité bien répartie. Ainsi, les patrons penchent vers une solution axée sur la fiscalité répartie et l'attractivité de l'économie nationale. Mossadegh Bali a affirmé qu'il sévit au Mali une injustice fiscale caractérisée par le fait que ce soit 10% des entreprises maliennes qui paient 90% des impôts. Pour lui, l'assiette fiscale doit être élargie dans le domaine du foncier qui n'est pas fiscalisé.
Quant à l'attractivité de l'économie nationale, elle est la capacité d'un territoire à attirer des activités nouvelles et des facteurs de production. Ainsi, les patrons du Mali recommandent aux autorités de la transition de réfléchir ensemble à créer de nouveaux emplois pour la population majoritairement jeune. En effet, selon les derniers chiffres de l'Institut national de la statistique, le Mali compte 22 395 489 habitants. 70% de cette population malienne a moins de 21 ans, affirme le président du CNPM, avec un taux de chômage estimé à 6,1% selon l'Instat. Après l'annonce du retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO, le chef du gouvernement, Choguel Kokala Maïga, avait rencontré les acteurs du secteur privé, affirmant qu'il fallait mutualiser les intelligences et les ressources. À noter que le CNPM doit également examiner et analyser avec professionnalisme et attention les conséquences de cette sortie du Mali de la CEDEAO et communiquer les conclusions au gouvernement à cet effet. On nous dit comment négocier avec la SEMA, Yada Gali, Amadou Koufa et tout. Vous n'avez pas cité les noms, mais je pense que c'est à cela que vous pensez. Mais où sont-ils? Partout dans leur contrée, il va y avoir le dialogue. Leurs parents vont dialoguer avec les autres. Ils sont des Maliens. Les Maliens vont se parler. A déclaré Ousmane Issoufi Maïga, président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, devant la presse hier mardi 20 février. D'abord, ce n'est pas le dialogue tel que ça avait été fait par le passé. Ce n'est pas les ANR, comme ça a été fait par le passé pour d'autres sujets. Le sujet est connu. Mettons-nous ensemble pour les problèmes de sécurité qui est aujourd'hui la plaie au Mali. Il ne faut pas aller dans tous les sens. J'ai confiance en la personne de Ousmane Issoufi Maïga. Je le sais pragmatique, je le sais capable d'orienter et d'éviter les dérivations dans leur projet. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, comment amener cette inclusivité entre les Maliens autour de ce sujet? Après l'abandon de l'accord d'Alger, où les autorités devraient tirer les leçons de son échec, elles doivent veiller à rendre ce nouveau processus plus inclusif afin de trouver les solutions requises pour stabiliser le nord et le centre du pays. Ainsi, selon les observateurs, cette inclusivité de ce processus de paix doit passer par l'implication de tous les acteurs, mais également par celle des groupes armés. L'inclusivité a été un des parents pauvres des accords précédents, notamment le fait que les pourparlers jusqu'ici ont mis sur la touche les entrepreneurs de la violence qui agissent au nom de l'islam, notamment les hommes d'Yaragali et des Sahraouis, même de Hamadoun Koufa. Si ce dialogue direct intermalien venait à accorder une chance à ces vrais acteurs, faut-il le rappeler, de la terreur, tant dans les régions dites centre ainsi que celles du nord. Selon Dr Tunkara, la particularité de ce dialogue n'a pas forcément pour finalité d'aboutir à un accord pour la paix et la réconciliation, mais plutôt d'aller à partir des thèmes et sous-thèmes. Lesquels thèmes sous-thèmes vont être, si vous voulez, accompagnés par des actions concourant au retour à une paix durable, des actions qui vont concourir à la réinstauration de la cohésion sociale, du dialogue entre Maliens. Donc le fait que des groupes terroristes, d'autres entrepreneurs de la violence, les ex-mouvements rebelles soient associés à cette offre de dialogue, techniquement, est quelque chose qui est à saluer. Alors que les affrontements se poursuivent au nord et au centre du pays, cette initiative engagée par les autorités de transition constitue une occasion de rétablir le calme. Les jalons de la création du Ramali, réseau africain des manifestations littéraires, ont été posés lors de la précédente rentrée littéraire tenue l'année dernière. Ce deuxième forum vise à concrétiser les idées déjà émises.
Ce mercredi, il était donc question de revenir sur l'adoption du statut de la charte du Ramali, des plans d'action à entreprendre ainsi que les stratégies de communication à mettre en place. Pour les responsables, la création du Ramali sera une aubaine pour les écrivains, mais également pour les promoteurs culturels. L'objet de ce forum, c'est créer des ponts culturels entre les pays à l'échelle du continent, permettre aussi la circulation et des livres et des auteurs, parce que ça c'est quelque chose qui nous manque beaucoup. Nous ne connaissons pas entre nous, nous ne connaissons pas les auteurs des uns et des autres, nous ne connaissons pas ce qui se passe sur le continent au niveau culturel. Donc tout ça, c'est l'objet de cette rencontre. Le forum regroupe en effet plusieurs participants de l'Afrique francophone, anglophone, lusophone, arabophone. Les discussions devraient se tenir 2 à 3 jours durant. Au sortir de ces quelques jours d'échange, les attentes sont grandes. Nous attendons que ce Ramali soit utile aux populations, soit utile aux professionnels, soit utile simplement à la filière du livre. Nous avons initié ce réseau-là ici à Mali. Donc l'honneur est au Mali de nous organiser. Et ce que nous répondons, parce que nous sommes là cette fois-ci encore, parce que l'appel du Mali est très important pour nous. Le réseau Ramali permettra une meilleure promotion des livres, particulièrement sur le plan économique. Le premier objectif du Ramali est que les frontières ne soient pas des barrières à la fois territoriales et linguistiques, mais qu'elles aident à mieux échanger. Par une décision en date du 23 janvier dernier, le Dr Amadou Traoré a vu sa décision de nomination en tant que chef de département de la communication des organisations abrogée par les recteurs de l'université de Ségou, une décision qui a créé un tollé au sein de l'université. Le recteur de l'université de Ségou est revenu sur sa décision. Le Dr Amadou Traoré reste donc dans ses fonctions de chef de département de la filière communication des organisations à la faculté des sciences sociales, FASO. La décision a été rendue publique hier lundi 20 février 2024 au travers d'un communiqué. Le président brésilien Lula, qui a condamné l'attaque du Hamas le 7 octobre sur le territoire israélien, a fait ce dimanche 18 février 2024 un parallèle entre l'offensive israélienne à Gaza et le génocide des Juifs par Hitler. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a vivement réagi en dénonçant des propos honteux et graves. Today, the president of Brazil, by comparing Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization, to the Holocaust, President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis, and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself. La crise diplomatique entre le Brésil et Israël prend de l'ampleur. Le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira, a convoqué ce lundi 19 février l'ambassadeur israélien au Brésil, Daniel Zonchin, après que le président Lula a été déclaré persona non grata en Israël pour ses propos. Israël avait convoqué plus tôt l'ambassadeur brésilien pour lui adresser une protestation. Ces déclarations font partie des plus virulentes jamais formulées sur le conflit en cours entre Israël et le mouvement islamique palestinien du Hamas par Lula, éminente voix du Sud dont le pays assure actuellement la présidence tournante du G20. La Bolivie et la Colombie, dont le président a également accusé Israël de génocide, ont apporté leur soutien à Lula. Le Hamas s'est félicité dans un communiqué des déclarations de Lula qui sont, selon lui, une description exacte de ce que son peuple subit à Gaza et révèle l'énormité du crime commis par Israël avec le soutien ouvert de l'administration Biden.